Oh, ça marche. Donc bienvenue pour cette deuxième journée des journées ETB 2021. Je suis content, j'ai une zapette pour un public qui est chaud. Et donc ce matin, donc je vais essayer de donner sobrement notre vision, on va dire côté CNES, là, de l'état des lieux un peu de l'ETB, qu'est-ce qu'on imagine pour les années à venir. C'est des slides, c'est un concaténat de slides qu'on a fait en interne avec Manu pour toutes les réflexions qu'on a depuis quelques temps sur l'ETB. Ça a été traduit à la hache très rapidement, donc en anglais. Bon voilà, on va plutôt considérer que je parle en français, qu'il y a l'anglais commando Cousteau qui va s'afficher à l'écran. N'ayez pas peur. Et donc l'idée c'est de prolonger les discussions qu'on a commencé à avoir hier sur comment vous utilisez l'ETB, qu'est-ce que vous voudriez. Et voilà, ça c'était les réflexions qu'on a eues ces derniers temps. Alors, voilà, c'est bon. Donc, juste l'OTB d'abord, pour revenir un peu sur les origines de l'OTB, c'est né pendant le programme Orfeo d'accompagnement aux utilisateurs Pléiade. Ça a été développé, abondé par le CNES. Le développement est financé par le CNES depuis pas mal de temps. Et petit à petit, ça s'est mis à couvrir un petit peu tous les besoins en termes de télédétection et d'algo d'extraction d'informations dans les images. Voilà. Chose importante, ça a été passé en open source rapidement et en Apache V2 depuis pas mal d'années. Et donc ça a permis de rendre accessible la bibliothèque d'applications à tout un tas d'utilisateurs. Et actuellement, on fait un peu le grand écart entre à la fois des utilisateurs d'applications de manière très ponctuelle, des chaînes de traitement qui sont utilisées en manière opérationnelle, et aussi le grand écart en termes d'architecture, parce qu'on peut faire fonctionner ça, comme vous savez, sur un ordinateur portable assez modeste ou sur un cluster de calcul. Enfin, c'est devenu finalement une sorte de distribution logicielle, un peu comme on aurait une distribution Linux qui nous rend le bureau, le noyau Linux, tout un tas de bibliothèques compatibles. Finalement, l'OTB, c'est un petit peu ça, à la fois à travers quand on compile les paquets binaires, mais aussi quand on fait le fameux super build, c'est un petit peu ça, c'est qu'on a plein de dépendances qu'on maintient ensemble, cohérentes, qui fonctionnent ensemble avec des patchs, tout un tas de choses, pour vous rendre les choses faciles à utiliser, commodes à utiliser. Donc ça, c'est un petit peu l'OTB actuel. Alors, ça a 15 ans à peu près. J'arrondis, mais bon, en gros, c'est quand même 15 belles années depuis que ça a commencé, avec des utilisations très très variées. Bon, au CNES, forcément, à l'ESA, dans tout un tas de plateformes d'exploitation d'images satellites. On a pas mal de formations à notre actif, ça c'est sympa, je dis une vingtaine, c'est les formations qu'on a données nous côté CNES, sachant qu'il y a aussi d'autres formations qui sont données par tout un tas de personnes, dont notamment ici on a discuté hier avec Rémi et tout ça, qu'eux l'utilisent aussi pour donner des formations de leur côté. Il y a des gens qui donnent des formations QGIS et qui s'appuient sur DB, donc il y a toute une dynamique autour de la formation, c'est assez intéressant. L'OTB, ça a servi aussi à capitaliser tout un tas de choses, des travaux issus de thèses, issus de stages. Il y a eu une grosse dynamique à un moment donné sur la segmentation, donc on a des algos à l'état de l'art en segmentation qui sont dans l'OTB, c'est assez unique. On a aussi contribué à améliorer des codecs, notamment le JPEG 2000 ou la lecture de produits, je pense Sentinel-1 dans GDAL, des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qui ont été apportées par la dynamique autour de l'OTB. J'ai mis Big Data Capable parce que ça, c'est mes compétences en anglais. C'est aussi pour mettre des mots un peu à la mode en ce moment, mais c'est vrai qu'on sait lire des petites données, des grosses données, faire du streaming, on a tout un pipeline. Ça fait la force de l'OTB et en même temps, c'est aussi des choses qui sont peut-être compliquées à gérer pour certains, mais c'est ce qui fait quand même la force de l'OTB. Il y a le concept d'application où effectivement on écrit le code d'une application et puis gratuitement, entre guillemets, on a d'interface en ligne de commande, en Python, en interface graphique, interface maintenant dans QGIS. Donc ça c'est super pratique pour les utilisateurs. Et enfin on a donc les applications, on en a moult, je ne sais pas les compter, en gros on en a peut-être une centaine, on a des dizaines et des dizaines de remote modules.
tous avec des statuts un peu compliqués. Il y a des remote modules qui sont officiels, qui sont intégrés dans les distributions OTB. Il y en a d'autres qui sont maintenus régulièrement. Il y en a d'autres qui sont plus du tout maintenus. Et il y en a qu'on ne connaît pas. Voilà. Et on a une communauté utilisateur qui est quand même assez dynamique. Bah, là, vous êtes un petit exemple de la communauté, on va dire, toulousaine ou occitanienne, avec nos amis de Montpellier. Donc il y a quand même une communauté utilisateur assez dynamique, et pas qu'en France finalement, parce que quand on va faire des conférences OTB à l'étranger, tout ça, on voit qu'il y a plein de gens qui utilisent l'OTB ailleurs. Et ça, c'est toujours pour nous très satisfaisant, c'est sympa. Voilà. Mais, la transition, mais, ça c'est la belle image qu'on aime bien donner, parce que c'est vrai. Mais en fait, pour nous, enfin nous en ce moment, je pense à Manu et moi, avec nos frêles épaules de serpent, on a à gérer un peu le quotidien. Et le quotidien, c'est un peu, ça pique un peu, c'est compliqué, parce que on a finalement pas tant que ça de moyens. Enfin, l'équipe de développement qui est là lutte quand même un peu aussi avec nous. Enfin, c'est compliqué pour eux parce qu'ils ont quand même, on n'a pas non plus une armée de développeurs prêts à tout faire. Et donc, comment on fait le grand écart entre plein de choses? Au bout d'un moment, c'est compliqué. Et donc, ce qui est compliqué, c'est qu'on a géré effectivement tout un tas de dépendances, une quinzaine de grosses dépendances. On a une intégration continue qui est super, qui est très sophistiquée, mais qui elle-même est compliquée aussi parce qu'on va gérer plein de builds différents. Sous Linux, on a 4, 5 ou 6 builds différents, on a 2 builds différents sous Windows, on a des builds macOS. C'est compliqué. Et puis avec des règles de déclenchement et tout ça qui font que c'est pas... voilà. Mais pour autant, ça sert aussi les développeurs. Mais c'est voilà, c'est un truc un peu qui se mord la queue. On a beaucoup du coup de temps qui est passé sur l'installation, le packaging de l'OTB. Et on a une communauté utilisateur qui est certes dynamique et qui rapporte beaucoup de bugs et qui propose des choses, mais qui finalement en termes de contribution, c'est pas toujours évident parce qu'on aimerait bien avoir une belle idée de se dire tiens c'est bien, les gens ils vont contribuer, ils vont donner du code et tout ça. Finalement, une contribution sur le code, le intrinsèque de l'OTB, il y en a assez peu parce que c'est pas évident. Le ticket d'entrée, il est quand même assez costaud. Et donc, on n'a pas assez de temps en fait, pour tout corriger. Donc là, actuellement, on a une accumulation de choses dans GitLab et puis il faut faire des choix. Donc voilà. Donc c'est quand même un beau produit, mais le problème, c'est qu'on est presque victime du succès. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui arrivent que c'est compliqué. Et puis des fois, on est un peu dans un tunnel, on a du mal à voir vers où aller, qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut donc se poser un petit peu. Et les séjours utilisateurs, pour nous, c'est aussi l'occasion de se poser, de discuter avec vous, de voir quels sont les vrais besoins, quoi. De mettre l'accent là-dessus. Et donc, ce qui nous... Voilà, c'est ce que j'ai déjà dit, mais un petit peu, c'est ce qui est compliqué, qui nous empêche des fois d'aller plus vite, de faire mieux. C'est, entre autres, le nombre de plateformes sur lesquelles on build, à mon avis. C'est la complexité intrinsèque du code, parce que c'est du C++ qui est quand même assez velu, qui est assez costaud. Je pense que des développeurs C++ actuellement, il y en a quand même peut-être moins qu'auparavant. En tout cas, les développements qui sont autour de nous, ils sont moins C++ actuellement, donc c'est compliqué d'avoir une dynamique là-dessus. Après, il y a beaucoup de façons d'utiliser, donc toutes les interfaces, on en a parlé. L'obsolescence des remote modules, on en a aussi parlé hier. Et peut-être too many applications, avec un point d'interrogation, pour bien expliquer qu'effectivement, il y a peut-être trop d'applications, on fait peut-être trop de choses, alors il y a peut-être des choses qu'il faut qu'on mette de côté, tout ça. On va pas anticiper sur la suite des slides, mais voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ces derniers temps, puisqu'on était confinés, donc on a réfléchi. Et puis on s'est rendu compte qu'autour de nous, en tout cas au CNES, il y a pas mal de gens qui délaissaient un petit peu l'OTB. Ça nous a un peu piqué, on s'est dit mince, mais pourquoi? Et donc on a essayé de se poser un peu des questions, de les interroger. Donc on a fait des différentes réunions de brainstorming, de machin, d'ateliers, tout ce qu'on veut. On se rend compte que parmi les sujets qui sont un peu bloquants ou qui sont un peu compliqués pour ces gens qui vont peut-être un peu partir de l'OTB, c'est que la compatibilité avec l'environnement Python, elle n'est pas évidente. En fait, on voit qu'on fait des super trucs en Python en OTB, mais par contre, si on veut faire des super trucs en Python avec d'autres bibliothèques, là, ça commence à être un peu compliqué. Enfin, disons qu'il faut être un peu adroit, il faut être assez bon pour bien gérer les choses. Et surtout pour les problèmes finalement d'installation, de packaging, de déploiement, etc. Parce que d'installer l'OTB dans un bon environnement, c'est pas facile, quoi.
Alors maintenant, je me dis, en fait, ça prend 2 jours. Il faut se dire, pendant 2 jours, on fait des bidouilles, on fait des bricoles. Au bout d'un moment, on a un truc qui marche, mais il faut surtout bien noter qu'est-ce qu'on a fait, parce que si on veut le reproduire. Mais bon, c'est pour dire que c'est pas forcément évident. Après, le pipeline, le streaming, tout ça, c'est marrant parce que c'est à la fois, on a vu hier un atout de l'OTB, et moi je pense qu'on on en est convaincu, mais c'est aussi quelque chose qui est un peu frustrant parfois, parce que si on commence à faire des traitements NumPy entre des traitements OTB, par exemple, ben, d'un coup on va casser le pipeline, et puis du coup on se dit, ah mince, c'était super, mais là il faut le casser, donc ça peut compliquer un peu les choses. Donc voilà, c'est des... on se dit que finalement, avec toutes les applications, toutes les plateformes et tout ça, ça commence à devenir gros et compliqué à maintenir en l'état. Et voilà. Donc on a aussi fait un sondage utilisateur et un audit. Alors le sondage utilisateur, on l'avait fait lancer, c'était sur le forum, donc il y a eu 66 réponses, ce qui n'est pas ridicule, ça va se permettre de faire quand même quelques petites stats et puis d'avoir une idée un peu de qu'est-ce que les gens utilisent. On va en parler juste après. Et puis l'audit, ça c'était aussi parce que on s'est dit que c'était pas mal d'avoir des avis externes, d'être un peu challengé par d'autres personnes qui ne connaissent pas le produit pour nous essayer de susciter des nouvelles idées, de voir si on n'a pas, s'il n'y aura pas d'autres manières de faire, etc., etc. Donc on va en parler un petit peu dans la suite. Alors, les utilisateurs, qui sont-ils? Je suis content parce que la dernière fois ça n'avait pas marché. Donc, comme quoi, même à 9h du matin, on peut y arriver. Donc, qui sont ces utilisateurs? En fait, dans le sondage utilisateur, on a, je ne sais pas si vous allez bien réussir à lire, je vais vous commenter un peu les graphes. Premier truc, c'est où est-ce que vous faites tourner l'OTB. Donc finalement, c'est assez équilibré entre un peu plus de la moitié sur un PC, sur leur PC, et le reste sur des architectures serveur ou cluster. Donc voilà. Après, sur les systèmes d'exploitation. Donc là, on a un peu plus de la moitié Linux, à peu près l'autre moitié Windows, et un anecdotique 3 personnes sur macOS sur 66. Alors voilà. Vu que macOS, quand on a à chaque fois qu'on fait des formations et que des gens ont un Mac, c'est la galère. À un moment donné, je pense qu'il faut se dire, on va sabrer ça parce on peut pas continuer à faire des efforts sur quelque chose qui est pas ou peu utilisé et qui est anecdotique. Plus maintenant, les gens, s'ils veulent utiliser un environnement qui marche bien, ils peuvent utiliser une machine virtuelle et dedans installer les outils de SIG, de Teledeck et tout ça sous Linux et ça marche bien. Donc voilà, c'est plutôt ce qu'on préconiserait. Ensuite, comment est-ce que vous installez l'OTB? Parce que ça, c'est aussi quelque chose de... c'est intéressant, finalement, on voit qu'il y a une grosse moitié, voire presque 2/3 sur des paquets binaires. Des paquets Conda, on a aussi une petite part. Donc finalement, on a presque 3/4 de paquets. Paquets Conda, paquets binaires. Et après, un quart sur de la compilation avec l'essentiel en super build, et puis quelques-uns qui le font dans leur propre environnement. Compiler l'OTB from scratch, il faut être un peu développeur quand même, il faut quand même savoir ce qu'on fait. Avec le super build, c'est relativement facile, mais faut quand même savoir aussi ce qu'on fait. Voilà, donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment un intérêt de toute façon pour qu'on ait des paquets qui marchent bien, et Conda, c'est quelque chose qui est en train de monter. Enfin, toute l'utilisation de paquets Conda ou PIP, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus dans tout le reste du développement logiciel. Ensuite, comment vous utilisez les applications OTB? Alors, là, on a un plébiscite pour la command line, suivi de à peu près un gros quart pour l'utilisation dans du Python, et après dans des interfaces graphiques avec QGIS ou les interfaces graphiques existantes avec un petit équilibre légèrement plus sur QGIS. Ça, c'est intéressant aussi à voir. Bon. On voit que finalement, l'application Command Line continue à servir beaucoup aux gens qui ont répondu au sondage. Ça veut dire des exécutions plutôt ponctuelles de l'OTB. Voilà. Et puis, comment est-ce que les gens visualisent leurs images? Et là, on a plus que la moitié dans QGIS. Un petit, je ne suis pas très bon en fraction, mais là, on va arriver à du 5e, du 6e dans Monteverdi. Et ensuite, le reste entre d'autres outils, un petit peu de Jupyter Notebook, des outils maison, voilà.
Donc ça confirme aussi, à notre avis en tout cas, enfin, c'est comme ça qu'on l'interprète, après les chiffres on en fait ce qu'on veut, mais nous on voit qu'on a une sorte de poussée aussi vers QGIS, et quand on discute ici avec vous, on voit aussi que QGIS c'est quand même ce qui est beaucoup utilisé. Voilà. Ça ne veut pas dire que monter vers 10, il faut forcément le jeter comme ça, parce qu'il y a d'autres gens qui sont intéressés par ça. On a par ailleurs au CNES, en interne au CNES, des gens qui voudraient qu'on fasse des évolutions dans Monteverdi. Mais là, bon, ben, on leur dit, bon, ben, mon coup, c'est pas évident, parce qu'il faut quand même... c'est du code qui est un peu velu, donc voilà. En tout cas, on voit qu'il y a une poussée sur QGIS, et que les interfaces QGIS sont pas mal utilisées pour lancer l'OTB. Donc ça justifie aussi finalement les efforts qu'on a fait enfin, des efforts qui n'étaient pas très importants, mais pour corriger quelques petits trucs, et qui font que maintenant l'OTB est vraiment utilisable dans QGIS, alors qu'avant ça l'était, mais on butait sur des petits problèmes très vite. Donc c'était pénible. Voilà. Ensuite, j'en ai marre de faire des camemberts, donc j'ai fait des barres. Et là, c'est plus pour voir donc les développeurs. La barre du haut, c'est pour dire que j'ai 66 votes. Il y a 66 personnes qui ont voté, qui ont participé au sondage. Donc sur ces 66 personnes, on en a presque la moitié qui font du développement Python, qui utilisent nos applications en Python dans des petites chaînes qu'ils font. Un petit sixième, 15%, qui font du développement C++. Donc ça donne une tendance un peu déjà aussi sur les développeurs, bon, bah, actuellement, font quand même beaucoup plus de Python. Et dans la communauté utilisateur OTB, il y a peut-être la moitié qui font un peu de développement, et un sixième à peu près du développement en C++. Et ensuite, sur les applications qu'on utilise le plus, ce serait intéressant de regarder avec notre sondage temps réel qu'on a fait sur le tableau, mais en gros, il y a beaucoup d'utilisation de petites applications de manipulation d'images, donc les bandmath, les concatenate, extract ROI, etc. Parce que c'est des applications utilitaires qu'on utilise, que tout le monde utilise finalement. Et après, c'est assez équilibré. On sent qu'il y a beaucoup aussi sur tout ce qui est pré-processing, calibration, pan sharpening, et les outils de géométrie, orthorectification, tout ce qui gère les RPC. C'est des choses qui sont spécifiques satellites, donc ça, c'est quand même important. Il y a quand même beaucoup de gens qui utilisent le framework de classification, de segmentation. D'ailleurs, énormément de questions sur le forum sont souvent liées à ça. Les gens arrivent à l'OTB par le SIG parce qu'ils veulent faire des classifs, ils veulent faire des segmentations, ils veulent faire valoriser les données dans une image. Donc, ça fait partie des outils qu'on utilise. Et voilà. Donc après, est-ce qu'il y a des choses vraiment anecdotiques Ouais, Stereo Framework, là, qui est un peu anecdotique. Alors, SAR Processing, il faut se méfier parce qu'il n'y a pas tant que ça de réponses, mais en même temps, c'est très spécifique au TB. Pour nous, c'est quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs et auquel on tient vraiment. En plus, il y a une grosse dynamique actuellement avec des bons remote modules, des chaînes qui l'utilisent et tout ça, donc c'est quelque chose qui est un peu chose gardée aussi dans l'OTB. Disons que nous, notre idée, c'est quand même que ce qui est proche du métier satellite, donc la gestion des données, images, les pré-traitements, la calibration, les orthos, etc., que ce soit pour l'optique ou le radar ou le SAR, c'est des choses qui sont primordiales dans l'OTB. Et après, le reste, c'est des choses qui sont utiles et qui sont utiles à plein de gens, mais il faudra peut-être qu'on se pose des questions plus tard sur comment on garde ça ensemble ou pas. Enfin, voilà. Donc ça, c'était... Ça, c'est pour faire durer la présentation. C'est un peu une redite de ce qu'on a déjà dit, mais en gros, nos utilisateurs, il y a l'utilisateur qui est content en vert, là. Typiquement, c'est les gens qui utilisent l'OTB sur leur ordinateur, sur quelques images, qui utilisent des applications, qui font quelques traitements, souvent de classif, de segmentation, tout ça, plus les fonctions de base, qui vont utiliser paquets binaires et qui utilisent via QGIS ou via des applications... juste application par application. Ces gens-là sont généralement satisfaits de l'OTB. Enfin, c'est un peu le ressenti qu'on a aussi quand on fait des formations utilisateurs. C'est les gens, ils utilisent des applications une par une et ils voient comment ça marche, ils sont contents. Ensuite, l'utilisateur qui rit jaune, des fois, c'est quand on développe, on maintient une chaîne qui est basée sur l'OTB. Ça marche bien. On utilise souvent pas mal toutes les fonctions de base et puis certaines fonctions vraiment spécifiques. Bon, après, il y a les mises à jour de logiciels qui sont potentiellement compliquées, qui sont, parce qu'on est sur du code, quand même, sur des
des codes qui sont assez importants. Donc voilà, là il y a peut-être un petit peu de méfiance à avoir, mais en fait tant qu'on marche sur toutes les chaînes historiques, en fait ça marche quand même plutôt pas trop mal, quoi. Je pense que Michael, Julie pourront témoigner, mais voilà. Et après, ce qui est plus compliqué, c'est pour des utilisateurs qui essayent de faire de l'OTB dans des chaînes Python. Mais là, l'utilisateur, il est carrément, il est rouge, pas content, quoi. Mais, mais souvent, c'est parce que cet utilisateur qui a une chaîne en Python, il va utiliser l'OTB pour quelques fonctions spécifiques. Et finalement, là, il va devoir se cogner une installation qui est complexe. Donc, il va devoir tordre son environnement dans tous les sens pour réussir à faire rentrer l'OTB au chausse-pied. Et donc, il bénéficie. Et puis, comme en plus, il n'utilise pas le pipeline ou peu, en fait, il ne bénéficie pas de l'intérêt de l'OTB complètement. Donc, en fait, c'est là que c'est un peu compliqué. Et puis, la compatibilité avec toutes les librairies Python qui existent actuellement, qui sont un peu à la mode, elle n'est pas évidente quand même. Il faut jongler un peu entre tout ce qui existe. Mais aussi parce que ces librairies-là sont beaucoup plus bas niveau que ce que fait l'OTB, au sens où font des fonctions assez unitaires. Et que forcément, on ne peut pas tout faire non plus de manière aussi magique que l'OTB, quoi. Notamment ce qui concerne la cohérence entre la donnée image et ses métadatas et tout ça, quoi. Donc, ça, c'est une redite avec j'aime bien faire des petits schémas. Voilà. Les lignes pointillées, c'est censé représenter un peu ce que les gens utilisent en fonction du type de traitement, tout ça. Bon, on va dire que c'est pas forcément la slide du siècle. Et on va donc passer à la suivante. Non, mais c'est vrai, il faut être honnête. Après, il n'y a pas tout le temps, on ne peut pas toujours tenir vos slides comme ça au top, quoi. Faut être modeste. Voilà. Donc là, quelques conclusions qu'on tire de notre sondage utilisateur, c'est que il n'y a peut-être pas besoin de maintenir autant de plateformes. Donc déjà, si on fait Linux et Windows, c'est pas mal. À un moment donné, on est peut-être même pour sabrer Windows, mais en fait, on voit quand même qu'il y a pas mal de gens qui utilisent Windows, donc c'est peut-être, on va pas non plus vexer tout le monde tout de suite, mais peut-être que déjà, si on fait Linux et Windows correctement, c'est bien. Sur le packaging, il y a des choses à réfléchir, il y a des choses à voir, parce que peut-être que si tous les types de builds qu'on fait sont peut-être pas nécessaires, qu'il faut se concentrer sur certains types de paquets, il y aura une réflexion à avoir là-dessus sur la suite. Ensuite, sur tout ce qui est interface graphique, actuellement, comme on a dit, on a des interfaces QGIS qui fonctionnent bien, qui rendent le même service que ce que rendaient les OTB GUI qu'on avait avant et qu'on pouvait lancer depuis Monteverdi. C'est les interfaces graphiques OTB, on les lance depuis QGIS. Pour nous, ça couvre le même besoin. Et si on supprime ces interfaces GUI, on s'enlève une grosse dépendance Qt. Et si en plus on met de côté Monteverdi, j'ai pas dit jeter, on met de côté. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'on le continue à le builder, mais indépendamment de l'OTB, et que ça devient un produit indépendant mais figé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de le faire évoluer. Ça permettrait aussi d'enlever des grosses dépendances, de simplifier les builds d'OTB et de faire que ça soit plus facile à installer ensuite pour les utilisateurs qui sont des utilisateurs développeurs ou qui vont faire des chaînes, etc. Ce qu'on voit, c'est que Python, c'est l'environnement qui est en ce moment le plus utilisé par les développeurs. Et qu'en termes d'application, il y a cette notion d'OTB Core là, qu'il faudra peut-être essayer de maturer un petit peu, parce qu'on se dit qu'il y a vraiment un cœur de l'OTB qui fait sens. Et après, d'autres sujets, d'autres domaines qui ont peut-être pas nécessité de rester dans le cœur de l'OTB, au sens où on package tout le temps ensemble. Parce que dès qu'on va vouloir tout packager ensemble, ça peut tirer des dépendances qui sont encore une fois pénibles, parce que pour tous les conflits qu'on a quand on fait du déploiement, l'installation, etc. Alors, on s'est aussi lancé dans un audit. Voilà, donc c'était deux personnes d'Octo qui sont venues nous questionner, qui sont venues questionner différentes personnes autour, dans la petite communauté autour de nous, et qui ont confirmé un peu certains sentiments qu'on avait, que comment dire, on a de nouvelles manières de faire des traitements, télédétection, d'extraction d'informations. On utilise beaucoup Jupyter, tout ça, la montée de tous les paquets PIP qu'on a, etc. Et puis en discutant avec eux, ils nous ont dit, mais finalement, ce que vous souhaitez faire, ce ne serait pas, transition,
ça serait pas... ça, c'est une slide de leur audit. C'est dire, ah, tiens, mais est-ce que finalement, ce qu'on veut pas, c'est être le sort de NumPy de l'imagerie satellite. Bon, je ne sais pas si c'est notre ambition. En tout cas, l'image, je la trouve assez intéressante parce que c'est plus pour faire réagir que je mets ça. Parce que finalement, c'est... bon, je ne sais pas si c'est la volonté de l'OTB d'être l'équivalent d'un NumPy pour l'imagerie satellite. En plus, je ne suis pas sûr que ce soit souhaitable que l'OTB mute jusqu'à devenir ça. Mais finalement, c'est... actuellement, l'OTB, c'est quand même un outil de référence pour l'imagerie satellite, pour faire de l'extraction d'informations. C'est utilisé par plein de monde. Et voilà, cette espèce de motivation, là, c'est intéressant quand même de réfléchir à ça. Voilà, ça c'est un truc qui est sorti de l'audit. Et l'autre truc, c'est qu'eux, en essayant d'analyser un peu tout ce qu'on fait dans l'OTB, comment ça marche, tout ça, ils ont proposé ce petit schéma, que je trouve pas si mal. Et on avait imaginé avec eux différents scénarios pour alléger l'OTB, donc c'était assez intéressant. C'est un jeu qu'on voulait vous faire justement, c'était imprimer ça et vous faire rayer ce qui vous plaisait pas. On n'a pas eu le temps, enfin on a oublié. Mais voilà, donc quand on voit tout ça, on voit qu'on a quand même beaucoup de choses, que l'OTB effectivement c'est basé sur ITK, mais que le cœur de l'OTB, ce qui fait de la valeur, c'est ses filtres, c'est ses applications. On a mis ML, bon, en gros c'est le framework de machine learning, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le framework pour le SAR, pour la segmentation, des frameworks métiers qui sont costauds, qui ont de la valeur. Donc ça c'est ce qui fait la valeur de l'OTB. Le streaming, c'est aussi une particularité de l'OTB. Le streaming, le pipeline, tout ça c'est une particularité de l'OTB, c'est aussi ce qui fait sa valeur. Ensuite, côté API, bah là on voit qu'on a plein enfin plein. 6 ici sur le schéma, type d'interface. Et là aussi, bon, ces types d'interface, c'est super pour les utilisateurs, mais c'est aussi de la lourdeur, parfois en termes de maintenance, de compatibilité avec les environnements, etc. Et enfin, notion de plugin, enfin de remote module, effectivement, il y en a beaucoup, c'est une manière d'étendre l'OTB, et j'espère que ça existe. Maintenant, il faut peut-être, CF, les discussions qu'on a eues hier, réussir à rationaliser un peu la gestion de ces remote modules pour mieux clarifier qui est responsable de quoi, les fréquences à laquelle on s'est mis à jour, etc. Voilà, et c'est... Oh, dis donc, ça va être rapide, c'est super, on va pouvoir mettre des questions. C'est donc notre proposition un petit peu d'aller vers une sorte d'OTB... un peu plus light avec un support long terme, mais disons qu'on se dit on ne peut pas avec nos moyens qu'on a actuellement continuer à faire le grand écart en termes de plateforme, d'application, de tout, et continuer à le faire bien. Donc on va se dire pour essayer de mieux faire ce qu'on a, on pourrait essayer de réduire un petit peu les choses. Ça serait avec comme motivation que ce soit plus léger, que ça devienne petit à petit pipe installable, une sorte de néologisme composé de pipe et de install. L'idée, c'est que les gens actuellement, ils veulent faire du pip install, ils veulent installer des outils rapidement et tout ça. Que si on arrivait à ça, ça serait super. On verra un peu si on y arrive ou pas, mais en tout cas, c'est un peu l'idée. Qu'on pourrait se concentrer sur quelques OS, avoir peut-être moins d'interfaces, mais on voit aussi des interfaces plus pythonesques, pythoniques. On a eu des démonstrations hier de propositions POTB, on a vu les propositions qui ont été faites aussi, enfin ce qui est fait côté Maya pour faciliter la gestion du pipeline en Python. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont super et qu'on pourrait peut-être à un moment donné s'inspirer de ça, agréger, reprendre des choses et puis proposer du coup dans le framework, dans l'OTB, des meilleures interfaces Python. Je pense que ce serait vraiment un salvateur et ça permettrait aux gens de continuer à l'utiliser de manière plus efficace et plus agréable. Et tout ça, ça passe par donc deux axes, une sorte de OTB core, se dire il faut peut-être garder dans le cœur de l'OTB une partie des applications, pas tout. Peut-être que certains frameworks, certaines applications, on peut les remote moduliser, néologisme composé de remote et de modules. Et donc, ça permettrait en fait de se dire, tiens, ce remote module, par exemple, je sais pas, moi je pense à la classification. Moi je trouve ça super, j'en fais beaucoup. Mais finalement, dans l'OTB, ça tire plein de dépendances. Des libSVM, Shark, OpenCV, etc. Peut-être que si on avait un remote module classification qui est maintenu en même temps au même niveau que l'OTB, donc on le maintient aussi bien, en fait. Mais par contre, les gens qui veulent utiliser l'OTB, ils ne sont pas obligés de l'installer.
ils peuvent installer que le reste. Peut-être que ça permettrait d'alléger les choses, de rendre les choses un peu plus pipe installable, comme on dit. Et du coup, la personne qui veut faire de la classif en utilisant du scaler, mais pour son besoin, mais en hybridant avec de l'OTB, ben, il y arriverait. Alors que là, actuellement, c'est un peu galère si on veut le faire. Voilà. Et puis, on propose du coup aussi de mettre de côté Monteverdi, de le figer, quitte à ce qu'il y ait d'autres évolutions après qui soient faites par d'autres personnes, mais en tout cas, pour le moment, de le laisser en l'état. De virer les interfaces GUI, parce qu'on préconise l'utilisation des interfaces graphiques de QGIS. Voilà, ça c'est quelques propositions qu'on a actuellement et qu'on va discuter donc pour les prochaines versions de l'OTB, parce que voilà quoi, il y a une 8 qui arrive, qui est chouette, et puis sans doute que les versions suivantes, on aura peut-être des versions correctives de 8, parce qu'il y aura forcément des choses à faire, mais c'est possible qu'ensuite on ait les prochaines étapes, ce soit une 9 un peu plus light, un peu plus resserrée, un peu plus sympa en termes d'interface Python, mais aussi plus maintenable. Voilà. Et c'est tout. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être qu'on a tout répondu hier. Vas-y, Miguel. Attends. Ouais. Sur la partie OTB Core, c'est une problématique de packaging, c'est-à-dire que le point run ne contiendrait pas la partie machine learning, ou il y aurait un point run contenant le machine learning et un autre contenant pas le machine learning. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être de dire on a. Enfin, moi, je sais pas. On n'a pas réfléchi complètement en détail à ça, mais ce qui pourrait se faire, c'est que tu as un utilisateur final qui utilise des applications, qui utilise que des applications binaires déjà compilées. Tu t'en fous de télécharger toutes les applications, parce que finalement, le paquet, au lieu de faire 140 mégas comme actuellement, peut-être qu'un OTB Core, il ferait 40 mégas, mais ça, c'est pas le problème, à mon avis. Donc ça, on pourrait tout installer. Par contre, des paquets Conda, ou qui sont plus destinés à des développeurs Python, ou des builds. On pourrait imaginer avoir des builds différents, du coup des paquets Conda différents, ou pip, tu fais pip install OTB Core, et puis après peut-être si tu veux faire un pip install OTB machine ML pour machine learning par exemple, tu récupères les nouveaux paquets, du coup avec d'autres dépendances. Ok, enfin une notion de, je sais plus comment ça s'appelle, entre crochets là en Python, tu peux avoir des Dask distributed où tu aurais un OTB Core et un OTB machine learning, ce genre de choses quoi. Ouais, peut-être, ouais. Après, la manière de faire, il faut le discuter parce que je suis pas du tout assez capé en packaging, en informatique et tout ça. Mais l'idée, c'est de se dire peut-être qu'il y a plein d'utilisateurs qui n'ont pas besoin de tout. Et par contre, comme on leur donne tout d'habitude, comme ils récupèrent tout, c'est compliqué, ça leur flingue l'environnement. Donc, se dire, on a des paquets un paquet essentiel, OTB Core, qui contient les fonctions qu'on aura définies ensemble, mais en tout cas, ce qui nous paraît, nous, être le cœur de métier de l'OTB. Et puis des paquets ensuite complémentaires. Actuellement, comme sont les remote modules en fait. Actuellement, un remote module, il peut être intégré à l'OTB, on peut le packager dans l'OTB si on veut, si on change les options de compile, etc. Mais ça peut être aussi des paquets qu'on installe à côté et qui sont compatibles de l'install OTB. Et à un moment, vous avez dans le slide là, il y avait la partie Docker. Est-ce que la partie image Docker sont mis à disposition pour ce genre de choses, où les gens finalement leur environnement il n'est pas touché, il y a juste Docker? Est-ce que c'est quelque chose qui a été regardé d'un point de vue sondage ou analyse? Après, ça veut dire développer dans Docker, c'est-à-dire que les gens aient la notion de Docker au point de départ, mais ça permet d'isoler l'ensemble et d'avoir des images Docker compilées, light, pas light, machine learning ou pas machine learning. Ouais, là, Docker, je suis pas très fort. Je vais peut-être faire l'appel à un ami ou s'il y a des gens qui veulent intervenir sur Docker. Non, je sais pas. C'est plus une question parce que je me doute qu'il y a des gens qui vont avoir un frein sur le Docker, mais est-ce que dans le sondage, c'est des choses qui ont été regardées ou dans l'analyse qu'a fait Octo? Dans l'analyse d'Octo, pas trop. Dans le sondage, pas trop. Mais dans le sondage, en fait, il y a plein de trucs que j'ai pas reportés là, mais qu'il faudrait analyser parce qu'il y a plein de commentaires qui ont été faits et donc il y a aussi de la richesse là-dedans. Mais sur Docker, je sais pas s'il y a ceux qui ont de l'expérience Docker là, qui ont un avis peut-être. Mais en fait, tu l'as déjà, quand tu compiles, tu peux déjà activer ce genre de choses, désactiver ou activer ce genre de choses. Et après, le mécanisme des plugins, il marche bien dans Eclipse parce que tu as Java et tu as tout un système de plugins qu'il n'y a pas vraiment en C++.
c'est aussi, enfin, je comprends l'intérêt, je vois très bien l'utilisation, mais c'est. Mais le problème, c'est compiler en fait. Oui, c'est que mais après le problème, ça revient à compiler quoi. Bah oui, mais c'est ça qui bloque les gens en fait. C'est ça qui bloque. Ouais. Quand ils font du Docker, ils compilent pas non plus. Hein. Oui, il compile pas. C'est justement l'image Docker, elle est très très simple. Tu la mets à disposition. À partir du moment où tu connais les commandes de base, tu as un environnement prêt à l'emploi et tu te poses plus la question de ton environnement s'il est pollué ou pas. Oui, non, mais après, ça veut dire qu'il faut générer tous ces paquets intermédiaires et quelle est la bonne granularité. Il y a toute cette problématique-là. Oui, moi, je préconisais pas la solution Docker. Je regardais si ça avait été analysé, regardé par Octo ou par le sondage, si les gens avaient cette appétence pour le Docker ou pas du tout, quoi. Après, tu peux faire un from. Enfin, tu peux avoir un from et après builder ton environnement dessus. Non, non, mais. Non, c'était pour ça que je posais la question, savoir s'il y avait des gens qui avaient répondu sur cette question-là ou pas, quoi. Après, je sais très bien que rentrer dans Docker, c'est. D'accord. Après, je pense que c'est pas incompatible, on peut avoir les deux. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir la modularité avec un système installable, des modules, des sous-modules, et ainsi de suite. Et comme tu disais, Michael, tout à l'heure, avoir, comme on a le DAS distributed, on peut avoir le OTB SAR, le OTB machine, et ainsi de suite, et quitte après à te builder des Docker et en proposer quelques-uns de base pour ceux qui veulent. Mais c'est pas. Je pense que c'est la base, ouais. Je pense que c'est la base et après à partir de là tu fais tes Docker, tu fais ce que tu veux. Hein. Et c'est ce qu'on a fait un petit peu sur Ascentalink. J'ai proposé un Docker, mais à la base on a un système qui pip installe un petit peu le maximum et l'utilisateur qui a juste besoin d'utiliser la chaîne, il a la chaîne dans un Docker quoi. Après, je pense qu'on n'a pas instruit toutes ces idées-là. Pour le moment, c'est des idées qu'on a un petit peu comme ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra, si on fait quelque chose, il ne faut pas se refaire une usine à gaz non plus. Il faut qu'on arrive à faire un truc un peu compréhensible et un peu... Ouais. Moi, je voulais savoir si tu avais une analyse des applis en lien avec les dépendances, si on pouvait avoir une sorte de graphe qui montre ça, comme ça on pourrait un peu voir si on parle de genre 3 ou 4 petits paquets, ou bien 20, quoi, tu vois. Ouais. Non, on n'a pas ça, je pense que ce serait pas trop compliqué à faire, à se le dessiner. Je pense qu'on peut le dessiner tout seul à partir de la dépendance. Il faudra faire un peu de CMake, mais je pense que tu dois pouvoir faire le graphe de dépendance des modules OTB. Ouais, on pourrait essayer de faire ça. Ça peut être on peut même essayer de, je sais pas, ça peut être un sujet à regarder si on veut demain, c'est de se rendre compte un peu de ce que ça veut dire, parce que il y a des dépendances, on sait quand même en regardant les dépendances à quelles applications elles répondent, voilà. Moi, j'avais une remarque ou plutôt une proposition là pour faire le tri un petit peu, parce qu'en fait finalement c'est un peu ça que c'est un peu ça que tu dis. Il faut faire un peu de tri. Une réflexion que je me fais, c'est que on a des chaînes qui s'appuient sur l'OTB, dont l'objectif est très bien défini. Par exemple, Ascentalink, sa raison d'être et son objectif est extrêmement clair. DiapOTB, c'est pareil. Enfin, c'est centré sur un truc très précis. Et à côté de ça, dans l'OTB et dans les applications de l'OTB, on a des trucs un peu couteau suisse qui servent un peu à tout. Et puis après, on a des trucs qui sont un peu intermédiaires. Par exemple, l'application d'orthorectification, elle est un peu au milieu du gué, quoi. C'est-à-dire que, elle remplit déjà une fonction d'assez haut niveau, mais elle est peut-être pas tout à fait, c'est peut-être pas suffisant. Si on voulait faire une chaîne complète de pré-traitement de données THR, par exemple optique, il faudrait rajouter
peut-être des choses sur les masques, il faudrait peut-être rajouter la fusion, il faudrait peut-être rajouter, je sais pas moi, la calibration radiométrique, enfin il y a tout un certain nombre de choses, peut-être du mosaïquage, enfin tu vois. Et donc en fait, je me dis que c'est un peu dommage de rester dans cet état un peu intermédiaire, et peut-être une manière de trier les choses, c'est de se dire, ok, on va faire une chaîne qui fait du pré-traitement radiométrique pour la THR par exemple, on va la faire complètement, quoi. C'est-à-dire on va la faire de bout en bout, de telle manière à ce qu'on puisse la livrer à un utilisateur et qu'il n'ait pas besoin d'y retoucher pour faire un produit, et avec ça, on va tirer tout ce qui est nécessaire dans l'OTB et on peut le packager avec la chaîne, comme c'est fait pour... tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, en fait, mon idée, c'est de dire, pour faire le tri, il faut faire des chaînes qui font des choses précises et embarquer ce dont on a besoin pour faire ces chaînes-là. Sorte de use case de haut niveau, quoi. Ouais, voilà, et qui permettrait un peu de... Et donc tu peux faire ça, par exemple, tu pourrais faire un outil qui fait de la segmentation. C'est pareil, la segmentation dans l'OTB, on dit qu'on a plein de trucs, c'est vrai qu'il y a plein de choses, mais c'est dans un état, tout est dans un état un peu intermédiaire, pas très utilisable finalement, quoi. Tu pourrais très bien dire, bon, maintenant on va faire un outil qui fait de la segmentation, mais qui le fait de bout en bout, qui sort des données exploitables pour... voilà, et donc tirer... Et donc tu prends cet outil-là, tu prends tout ce dont tu as besoin pour construire cet outil-là. Ce qui est générique, tu le laisses dans l'OTB, mais tout le reste, tu peux carrément le mettre dans un outil qui fait de la segmentation. Et ça, je pense que ça peut s'appliquer à pas mal de... tu vois, et ça permettrait à la fois de s'assurer que les composants, ils ont la bonne maturité, quoi. Parce que si tu es obligé de faire un produit, tu vois, tu es obligé d'aller jusqu'au bout du truc. Et peut-être de faire le tri entre... Enfin, tu vois, de faire le tri entre les différents objectifs, quoi. Un autre exemple, c'est le framework d'échantillonnage, quoi. Tu pourrais te dire, très bien, ok, on va le sortir dans un truc à part et on va fournir un service qui fait que ça, avec une API Python ou avec, je sais pas, tu vois. Je sais pas, c'est une suggestion. Mais... Non, mais je pense qu'il y a pas mal d'approches, mais cette approche-là de use case de chaîne, elle est assez intéressante parce que quand on utilise l'OTB pour faire des petits traitements, des petites chaînes, on est souvent amené à utiliser de l'OTB et d'autres trucs, parce qu'on n'a pas tout dans l'OTB ou qu'il y a d'autres choses qui sont plus simples à utiliser ailleurs. Et donc, on est obligé de faire déjà ce marché un petit peu là, quoi. Et après, l'autre approche, maturité des applications, c'est intéressant aussi, parce qu'il y a plein d'applications qui sont pas forcément mûres, parce que pas forcément utilisées, ou voilà. Et d'autres qui sont au contraire très stratégiques, très utilisées. Et c'est peut-être intéressant aussi d'avoir cette réflexion sur dire ça c'est du expérimental ou du voilà, vous utilisez si vous voulez, mais on le met un peu de côté parce que c'est pas on peut pas offrir la même garantie que sur d'autres, quoi. Il y a peut-être ça aussi. Je sais pas si ça inspire des... Moi j'aurais une question en fait sur le packaging, mais effectivement on parle beaucoup de l'OTB Core. Et du coup, il y a pas mal de choses qui vont être basculées sur des remote modules. Mais comment est-ce qu'on va avoir une vision de rendre tout ça homogène en termes de packaging? Puisque effectivement, on va pouvoir déployer l'OTB Core, si on arrive avec un pipestal, tant mieux. Mais comment on va mettre dans cette dynamique-là les remote modules? Est-ce que leur donner un cadre pour en fait qu'on ait un packaging qui soit similaire à l'OTB Core, quoi. Je ne sais pas si je peux complètement répondre parce que je ne suis pas totalement aux manettes et je n'ai pas totalement les compétences là-dessus, mais moi, ma vision, c'est que si on met des choses en remote module, ce n'est pas pour offrir moins de garanties ou moins de services qu'actuellement. C'est plutôt peut-être se dire, ce remote module, on sait qu'il va être utilisé, parce que c'est quand même partie des choses que les gens utilisent beaucoup, donc on le maintient en même temps que l'OTB. Donc en fait, en permanence, on refait les paquets aussi pour ce remote module, on le recompile, etc. On assure un niveau de maintenance. Et après, peut-être que s'il y en a certains, on va se dire ouais, ok, mais finalement on se rend compte qu'il n'est pas utilisé, ou que finalement ce truc-là n'est pas trop utilisé, ou alors on n'est utilisé que par un projet. Et on peut aussi dire au projet toc toc, est-ce que vous pouvez pas assurer un peu, aider pour la maintenance de ce remote module? Ça peut être aussi des idées. Peut-être qu'il y a des remote modules, on n'a pas besoin qu'ils soient maintenus au même rythme, ou des choses comme ça. Donc là, c'est moi je sais pas, moi j'ai l'impression, si on me donnait une feuille blanche, là j'aurais envie de dire, tiens, on découpe, on saucissonne en différents remote modules, peut-être pas trop non plus, que c'est le bordel, mais en quelques remote modules, et puis ces remote modules-là, au début, on leur assure le même niveau,
Et puis peut-être au bout de 2 ans, on se dit tiens, finalement, est-ce qu'ils ont vraiment été utilisés? Est-ce que les gens ils font des choses dessus? Et puis peut-être qu'ils peuvent avoir des cycles légèrement différents à partir de là. Mais ça, c'est mon idée comme ça perso, et ça n'a pas été discuté trop. Hein. C'est des idées. L'idée, d'aujourd'hui, c'est un peu susciter justement le débat là-dessus et d'aider avec vous à y voir plus clair sur la suite, quoi. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer peut-être à la suite. Je ne sais plus ce qu'on avait prévu dans le programme, si on enchaîne tout de suite ou si on enchaîne.